Club Média 7, bonsoir. La crise à la Renaissance du Bénin perdure. Pendant ce temps, les jeux opérateurs GSM continuent d'en rajouter à la misère du peuple. L'ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, vient d'ouvrir des sanctions contre les réseaux en faute. Voilà l'essentiel des sujets que nous allons évoquer. Invité, Josué Meronou, journaliste au quotidien de la Nation. Josué, bonsoir. Bonsoir, Mesme. Ouais, en face de Josué, Arnaud Bianzin, directeur de publication du quotidien La Priorité. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, Mesme. Ouais, et tout de suite, nous allons commencer donc par la revue de presse. La revue est signée Ulvaïs Balogun. Amis de la revue de presse hebdomadaire, bonjour. Dans l'actualité cette semaine, la sortie médiatique de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, qui interpelle les réseaux de téléphonie mobile. Le potentiel titre à sa une « Fâcheuse prestation des GSM, l'ARCEP dénonce l'escroquerie des opérateurs mobiles ». Le quotidien national, pour sa part, révèle plutôt que l'ARCEP Bénin explique ses dernières décisions sur les GSM. Pareil pour le quotidien Fraternité qui reprend les propos du président de l'ARCEP pour qui les résultats du contrôle opéré du 2 mars au 12 avril sont décevants car la qualité des services ne s'est pas améliorée. C'est pourquoi l'ARCEP entend enclencher des procédures de sanctions. Des sanctions qui visent, selon le secrétaire exécutif de l'ARCEP, à amener les opérateurs GSM à prendre des dispositions pour garantir la qualité des services promis aux usagers. Les usagers et travailleurs des structures d'État licenciés, eux, étaient face aux députés des groupes parlementaires Le Peuple d'abord et La Voix du Peuple. La Nation mettant une mise en concession et liquidation des sociétés et offices d'État, des députés à l'écoute des travailleurs concernés. Selon notre confrère, la situation des travailleurs de ces sociétés en liquidation préoccupe les députés. Toutes choses qui répondent aux prérogatives de l'Assemblée nationale, suivant les dispositions de l'article 79, alinéa 2, qui stipule que le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Fraternité revient sur la même information et nous apprend qu'à l'occasion, les élus ont recueilli les préoccupations des travailleurs afin de mieux exercer leurs prérogatives constitutionnelles. Le confrère de la matinée, quant à lui, prend fait et cause pour les travailleurs. En manchette, ce quotidien titre « Des travailleurs licenciés dénoncent le cynisme gouvernemental ». Le rédacteur reprend les propos des représentants des travailleurs qui estiment que les liquidateurs étaient en mission commandée pour enterrer les structures et licencier tous les travailleurs au motif d'un licenciement économique. Ceux qui s'interrogent aussi sur leur sort, ce sont les travailleurs du port autonome de Cotonou. Le Télégramme affiche en deuxième une mise sous mandat de gestion du port autonome de Cotonou. Urbain Kanlissou et les siens disent non à la privatisation du port. La Nouvelle Tribune plus claire affiche recrutement de mandataires pour la gestion du port autonome de Cotonou. 5 syndicats dénoncent une privatisation illégale. Selon la déclaration du collectif, étant donné que le gouvernement veut introduire une entreprise privée dans la gestion, il s'agit alors d'une privatisation déguisée qui ne peut pas l'être parce qu'une loi devrait normalement être prise pour modifier l'arsenal juridique existant et créer un cadre institutionnel pour la transparence de la procédure de sélection. Le potentiel s'intéresse à la mise en concession des offices d'État et titre une bombe sociale en gestation. Le confrère analyse qu'après une période de grâce en début de mandat, puis une montée timide du mercure social, les confédérations et centrales syndicales lancent les signaux d'une crise profonde. Dans leur champ de tir, la mise en concession de certains offices d'État. Là où une politique suicidaire couve également, c'est à la Renaissance du Bénin. Exclusion sur exclusion, la Nouvelle Tribune titre en manchette « Jeu de ping-pong à la RB ». Le Clairon renchérit à sa suite, crise à la Renaissance du Bénin, la folie des communiqués et lettres. Isdine Tidjani observe que la passe d'armes se dessine depuis quelques jours entre Georges Bada et Léali Soglo avec des épistolaires dignes d'une guerre froide à distance. Le rédacteur se demande alors lequel des camps fera le premier pas vers la justice. Le camp qui, pour le moment, voit une main invisible derrière cette crise, vient d'adresser un courrier au ministre en charge de l'Intérieur.
Conflit à la Renaissance du Bénin, Léa Dissoglo condamne la prise de position flagrante de Saka Lafia, révèle la Nouvelle Tribune. Dans une correspondance parue dans le journal, Léa Dissoglo, qui se réclame toujours président de la RB, condamne la prise de position du ministre. L'autre parti politique qui réaffirme son ancrage sur l'échiquier politique, c'est Restaurer l'espoir. L'événement précis en manchette affirme « Troisième congrès ordinaire du parti Restaurer l'espoir ». Paris gagné pour Candide Azanaï. Mis sous le thème crédibilité politique et confiance publique s'engager pour l'intérêt général, ce congrès a permis de rendre public le nouveau logo du parti et de décider de sa nouvelle orientation. Au quotidien, le progrès de dévoiler les nouveaux défis pour Candide Azanaï, à savoir l'attachement à l'intérêt général et la promotion d'une nouvelle manière de faire la politique au Bénin. Finissons cette revue de presse hebdomadaire en souhaitant bonne chance aux 224 995 candidats qui vont plancher à partir de demain pour le brevet d'études du premier cycle, session 2017. Merci à vous, Ulvaïs Balogun. Arnaud Bienzin, vous avez suivi l'actualité. L'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste ARCEP vient d'ouvrir des sanctions contre les réseaux GSM. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, moi, je voudrais d'abord dire que c'est un réveil tardif. Un réveil tardif parce que n'oubliez pas que déjà le mercredi 12 avril dernier, c'est le ministre de l'économie numérique elle-même qui a rencontré ces opérateurs GSM. Et à l'époque, elle a exigé un certain nombre de choses. À l'époque, elle leur a reproché que les offres pour lesquelles les consommateurs n'avaient aucune information, que ces offres soient suspendues. Quelques mois après, surtout à la conférence de presse de la dernière fois, nous étions tous tombés des nues d'entendre dire par l'autorité qu'aucun point des cahiers de charges de ces opérateurs GSM n'a été respecté. Ça veut dire quoi? Qu'on est comme dans un marché de dupes. Les autorités tapent souvent du poing sur la table pour peut-être montrer qu'elles sont en train de travailler, alors qu'in fine, les opérateurs GSM n'ont jamais de cesse de traire les Béninois comme des vaches, de les pomper jusqu'à la dernière goutte de leur moelle. L'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, est-ce que cette autorité n'aurait pas aussi pour vocation de protéger ces GSM? Oui, provoquer, mais en principe, ceux qui sont les plus à protéger, à mon sens, c'est le consommateur. Parce que n'oublions pas que parmi les opérateurs GSM, on n'en a que très peu qui soient du Bénin, c'est des multinationales. Donc quand des gens comme ça viennent opérer dans un pays, toute la richesse qu'ils engrangent, c'est d'abord pour leur pays qu'il s'agit. Donc on ne peut pas, en voulant peut-être protéger leurs avoirs à eux, disons, brimer toute une frange de notre population alors que les gens n'ont pas de quoi vivre encore. On ne peut pas permettre ça, que les gens viennent nous gruger sur notre propre territoire, ce n'est pas bien. Donc, l'autorité qui agite aujourd'hui des sanctions, ce n'est pas des sanctions encore consommées, c'est une annonce. Parce que là, maintenant, on vient de leur donner un autre ultimatum. Après plusieurs autres données, on leur a donné encore 2 semaines pour que ces opérateurs se mettent au pas. Donc, je me dis que ce n'est pas bien qu'on fonctionne de cette façon. Oui, Josué Merounou, vous avez suivi une nouvelle sanction ouverte, pas une sanction à appliquer, une sanction ouverte contre les opérateurs GSM. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, je pense qu'il faut déjà se réjouir de constater que depuis quelques temps, il y a une sorte de levée de bras contre les opérateurs GSM qui, ma foi, n'ont pas beaucoup de respect pour les consommateurs que nous sommes, pour les consommateurs de leurs produits, parce que c'est inadmissible que le service ne soit pas à la hauteur des espérances des abonnés et que dans le même temps, les exigences contenues dans le cahier de charges ne soient pas du tout respectées. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte d'entêtement de la part de ces opérateurs GSM. Les rappels à l'ordre de l'autorité, me semble-t-il, les laissent de marbre. C'est surtout là qu'il faut peut-être d'abord, dans un premier temps, saluer la démarche de l'ARCEP qui de plus en plus, parce qu'il faut avouer qu'il y a quelques mois, cette autorité de régulation a été quasiment, on va dire, absente du terrain de rappel à l'ordre, tout au moins, de ces opérateurs-là. Donc, ces derniers temps, on a constaté quand même qu'il y a eu un certain engouement à protéger le consommateur des produits de GSM et à dire ça ne va pas parce que les offres, d'abord, les offres ne sont pas vraiment ce que nous espérons.
Première chose. Et secondo, observez que ces opérateurs-là ne respectent pratiquement rien. On ne respecte pas le client, on ne respecte pas le cahier de charge. Parce qu'on vous inonde parfois de messages totalement inopportuns avec lesquels vous n'avez... On vous assaille avec le service. Je pense que ce n'est pas la meilleure manière pour fonctionner. Donc, il faut se réjouir que maintenant, au moins, l'autorité a pu se réveiller pour dire ça ne va pas, je vais aller aux sanctions. Et je voudrais souhaiter qu'on ne s'en arrête pas simplement aux annonces. Il faut aller au-delà de l'annonce. Il faut véritablement que les sanctions tombent. Parce que j'ai comme l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions, c'est parce qu'il y a une sorte de complaisance, c'est parce qu'on dénonce pour dénoncer que ces opérateurs-là font dans l'entêtement. Donc si maintenant des sanctions peuvent tomber, mais véritablement des sanctions qui amènent ces opérateurs-là à se ressaisir, ça va arranger le consommateur et ça va le protéger davantage. Ça va peut-être même l'amener à mieux consommer les produits des GSM. Merci Josué. Adol Benzin, il y a eu plusieurs ultimatums. Au moins 2 ultimatums du ministre de la Communication, comme vous l'avez dit tantôt, et puis encore, c'est l'ARCEP qui revient à la charge. Il y a comme un entêtement, comme vous l'avez souligné tantôt. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener ces opérateurs à nous prendre au sérieux, nos consommateurs? D'abord que l'autorité fasse appliquer les textes, parce que je suis sûr que tout ce qui est en train d'être fait l'est forcément sur la base de tests. Et les tests ont dû prévoir forcément qu'il y ait des sanctions en cas de non-respect des cahiers de charges. Donc on a vu ici dans ce pays des réseaux suspendus, manu militari, par l'ancien régime, juste pour les amener à suivre la règle. Pourquoi ne pas faire exactement ce qui par le passé a quand même produit ses effets? Donc je ne voudrais pas croire que les différentes autorités, autant le ministère que l'ARCEP, jouent peut-être devant le peuple comme de bons apôtres attachés, disons, à ses intérêts, et que de l'autre côté, on se fasse, disons, caresser dans le sens des poils. Il faut y aller au test, il faut vraiment sanctionner, et que trêve d'ultimatum aujourd'hui. Oui, on a demandé un délai de 15 jours pour que les réseaux concernés fassent leurs observations. Au-delà des 15 jours, qu'est-ce qui est souhaitable que... Non, je pense qu'au-delà des 15 jours, si ces opérateurs GSM-là ne se plient pas à la norme, il faut frapper, il faut mater très fort pour montrer que nous sommes dans une république, nous sommes dans un pays qui a des responsables, qui a des lois et qu'on a l'obligation de respecter parce qu'on ne peut pas admettre que qu'il s'agisse de multinationales ou qu'il s'agisse d'opérateurs télécoms, on ne peut pas admettre que des gens soit sur le territoire béninois, opèrent sur le territoire béninois et ne soient pas en mesure de respecter la réglementation qui régit l'activité qu'ils font. Il y a des tests qui encadrent le fonctionnement des GSM dans notre pays. Les opérateurs n'ont qu'à s'en tenir à ces tests-là, les respecter. Et je pense que si cet ultimatum de l'ARCEP parce que rien n'est fait, il faut pouvoir véritablement frapper, mater ces opérateurs-là pour leur indiquer le bon chemin. Oui, nous avons quand même des attentes par rapport aux associations de consommateurs. Les associations de consommateurs ne disent pratiquement rien. Non, ces associations font ce qu'elles peuvent, mais est-ce qu'elles ont véritablement voix au chapitre? Leurs actions se limitent seulement à la dénonciation, à quelques actions éparses juste pour attirer l'attention de l'autorité sur les dérapages de ces opérateurs GSM, ça s'arrête là. Donc, on n'a pas d'association de consommateurs très forte au Bénin comme c'est le cas dans les pays européens, des associations qui soient en mesure peut-être de faire bouger les lignes. Peut-être que nous en sommes peut-être à nos débuts, avec le temps, on va en arriver à des associations de consommateurs très fortes, mais on n'en est pas là encore. Maintenant, aller aux sanctions, je suis sûr que les 15 jours, le délai va expirer et on sera toujours devant le fait accompli. Les opérateurs ne vont pas bouger d'un iota et l'autorité également ne pourra peut-être pas faire grand-chose. Mais j'attends de voir. Moi, je ne voudrais pas croire que ces promesses de sanctions seront tenues. Je veux vraiment être Saint Thomas dans ce cas-là. Deuxième sujet, on peut y aller? Vous voulez dire quelque chose? Un mot par rapport aux associations de consommateurs. Je pense que les associations de consommateurs ne peuvent pas faire au-delà de ce qu'elles font. Elles font dans la dénonciation, ne peuvent pas aller au-delà de la dénonciation parce que les associations de consommateurs n'ont aucun moyen de pression à exercer sur ces opérateurs-là. Parce qu'aujourd'hui, je suppose qu'au pire des cas, les associations demanderont aux consommateurs boycottons les réseaux GSM. Le besoin de la consommation existe. Des pénuries de moyens. Ces associations ont justement, il n'y a pas de moyens pour ces associations-là. Elles ne disposent d'aucun moyen, justement, parce que d'abord, c'est des associations, il faut dire, qui ont beaucoup de difficultés de fonctionnement. Ces associations formées un peu de manière éparse, par-ci, par-là, ça ne fonctionne pas véritablement comme des associations de consommateurs. Ça, c'est la première difficulté. Et secondo, il faut observer que
Il n'y a pas de moyens techniques, il n'y a pas de moyens technologiques, rien. Donc, on ne peut que s'en tenir aux moyens de bord. Et en plus de ça, il faut d'abord que le consommateur lui-même puisse s'identifier à travers l'association de consommateurs pour accepter de se plier, par exemple, à une doléance de cette association-là ou à un mot d'ordre qu'une association de ce genre-là lance, par exemple. Donc, le problème est plus profond que ça. Et face à une situation de genre, on ne peut que s'en remettre à l'autorité pour espérer que l'autorité fasse parler la loi. Voilà, merci Josué Merenou. Deuxième sujet, échange minorité parlementaire, agents licenciés. Les agents des sociétés d'État et offices d'État qui sont victimes donc, de mesures de liquidation ont été rencontrés par les députés de la minorité parlementaire, lesquels députés ont donc l'intention d'interpeller le gouvernement. D'accord, le gouvernement sera interpellé, mais ça va changer quoi? Bon, d'abord, moi, j'ai été animé par 3 sentiments quand ces 23 députés sont allés au contact de ces citoyens en désarroi. Le premier sentiment, c'est un sentiment de compassion. Parce que quand toutes les questions qui touchent à l'emploi sont des questions forcément sensibles, vous voyez des pères et mères de famille qui se retrouvent du jour au lendemain sur le carreau, ça n'est pas souvent facile à gérer. Donc, sur ce plan, j'ai des mots de compassion à l'endroit de ceux-là parce que n'oublions pas que le régime actuel a promis 500 000 emplois sur le quinquennat et qu'on vient de passer, par exemple, bientôt 14 mois. Il y a eu très peu d'emplois de créer, mais en revanche, il y en a eu beaucoup de supprimés. Donc là-dessus, vraiment, je voudrais apaiser un peu ceux et celles qui sont concernés par ces mesures, qui sont des mesures inévitables parce qu'on ne peut pas faire des omelettes, comme on le dit, sans casser des œufs. Et pour revenir à votre question, quand je vois dans le lot de ceux-là qui aujourd'hui se portent en défenseurs attitrés du peuple béninois, surtout des personnes en situation difficile sur le plan social, je vois certaines personnes dans le lot qui me font sourire. Et c'est là, j'en viens au deuxième sentiment qui m'anime, qui est un sentiment de colère, parce que je vois dans le lot des gens qui ont eu à charge les recrutements dans ce pays. Et quel recrutement? Je ne voudrais peut-être pas remuer le couteau dans la plaie. On a vu quand même que c'est des processus, disons, ratés du début jusqu'à la fin. Et on s'est même demandé si ces gens-là qui avaient à charge d'organiser ces concours d'entrée dans la fonction publique étaient vraiment des Béninois. Nous avons vu, à l'orée du nouveau régime, on a été tous demandé que des concours soient annulés. Ici, ça a été au grand bonheur de tout un peuple. Vous voyez, donc les gens se croyaient certainement dans une cour où il fallait mettre tout le monde dedans. Tout le monde, quand bien même on sait que ceux qu'on met ne sont pas capables, n'ont pas le background requis pour tenir dans ce boulot, il faut les mettre. C'est ça qui donne ce à quoi nous assistons aujourd'hui. On a des gens, par exemple, dans des sociétés d'État qui n'ont rien à y faire. Ils n'ont aucun profil, mais on les y a mis quand même. Aujourd'hui, quand, pour des questions d'efficacité, on en vient à supprimer, à limiter les nombres, on crée au tollé général. Certainement que les choses avaient été faites de cette façon, en sachant que dès lors que l'assainissement obligatoire va commencer, on va créer peut-être des problèmes sociaux dans le pays. C'est peut-être fait à dessein. Et mon troisième sentiment, c'est un sentiment d'espoir à l'endroit de ceux-là qui sont aujourd'hui en situation difficile, socialement parlant, pour leur dire que c'est un passage obligatoire. On doit passer par là forcément si on veut vraiment révéler notre pays dans ses aspects les plus heureux. Donc, qu'ils prennent gentiment leur mal en patience, ce qui est sûr. Ceux qui sont dans le lot et qui sont vraiment compétents et qui ont leur place dans leur structure de production respective, c'est sûr que d'un instant à l'autre, ils seront rappelés, ils seront réadmis pour que leurs problèmes aujourd'hui trouvent rapidement solution dans peu de jours. Merci. Josué Merenou, ces députés écoutent donc ces victimes de liquidation, de mesures de liquidation, dans l'espoir, dans l'intention du moins d'interpeller le gouvernement. On sait que ça ne va pas changer grand-chose. N'est-ce pas plutôt qu'ils sont en train de se défouler en profitant donc de la misère du peuple? Non, je voudrais déjà saluer la démarche des députés. Observer que c'est bien que les représentants du peuple au Parlement se montrent assez soucieux des problèmes des populations au point d'en venir à écouter des citoyens dont les emplois sont menacés pour ensuite interpeller le gouvernement, voir peut-être qu'est-ce qui va être fait pour changer la situation, préserver en cas de besoin les emplois qui peuvent être
qui peuvent être préservés. C'est très bien, c'est une démarche à saluer, mais au-delà de ça, je pense que tout le reste, c'est du folklore. C'est du folklore, c'est du théâtre parce que, et c'est là que je rejoins mon confrère Arnaud dans son sentiment de révolte et de colère par rapport à la démarche de ces députés-là qui, ma foi, sont allés s'amuser un peu, sont allés se moquer un peu de la douleur de ces personnes-là qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté par rapport à leur travail. Je crois que plusieurs parmi ces honorables-là sont plutôt en train de défendre leur propre intérêt parce qu'il y en a qui sont fournisseurs, si on va dire, de l'aide Sonapra. Il y en a qui ont des intérêts particuliers, qui ont des intérêts pécuniaires, qui ont des intérêts financiers au niveau de la Sonapra qui est en train de disparaître et qui sentent donc d'une certaine manière qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Donc ce n'est pas forcément la douleur de ce travail-là qui est visée. Je pense qu'on expose juste qu'on est soucieux de la difficulté de ces gens-là et puis en dessous on veut régler peut-être ces problèmes ou qu'on veut procéder à une sorte de chantage politique pour régler des problèmes. C'est dommage, on peut déplorer la chose, mais toujours est-il qu'on peut se satisfaire chaque fois qu'on constate que les élus du peuple au Parlement se montrent soucieux des difficultés que ressentent les populations. Merci Josué. Revenons donc à la renaissance du Bénin. On l'avait annoncé en introduction, la crise perdure. Et puis Léa Dissoglo, président du parti exclu, accuse le ministre Saka Alafia de partialité. Le ministère de l'Intérieur, du moins, pour avoir reconnu l'équipe des dissidents, aurait-il commis un tort? D'abord, il faut reconnaître qu'un problème de cette nature à la renaissance du Bénin, c'est un problème congénital. La renaissance du Bénin est née avec ces problèmes-là. N'oubliez pas que le tout est parti de cet appel, du fameux appel de Goro en 1994, si mes souvenirs sont bons, le 9 juillet plus précisément de l'année 1994, avec cette course effrénée des acteurs politiques à la rivière à l'époque. Pour dire que les soubassements même de cette formation politique sont biaisés. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est que, disons, la conséquence logique de cette bâtisse construite à même le sol. Vous voyez, au niveau de la Renaissance du Bénin, il n'y a que 4 personnes, papa, maman et 2 enfants, qui tiennent, disons, les rênes de cette formation politique. Papa et maman, peut-être pris par l'âge aujourd'hui, il fallait forcément que la relève s'exprime. Et quelle est cette relève qui s'exprime aujourd'hui à la Renaissance du Bénin où la conception même de la vie du parti politique est purement patrimoniale? En principe, les assises qui ont consacré Léa Dissoglo comme président de ce parti, je suis sûr que ça a dû être des assises peut-être, disons, taillées à la mesure du fils du père, vous voyez. Et les conséquences sont là aujourd'hui, on devrait l'assumer. Maintenant, ce que le ministère de l'Intérieur a fait n'est rien d'autre qu'administrativement ce à quoi tout citoyen peut s'attendre d'un ministère de tutelle qui est celui-là même qui reconnaît l'existence des partis politiques. Une réforme, ou bien je vais dire, disons, des décisions de cette grandeur, de cette nature intervenue à la tête d'un parti politique ne peuvent être qu'entérinées. Ne peuvent être qu'entérinés au niveau du ministère de l'Intérieur, ce que le ministre Saka Alafia a fait naturellement. Maintenant que cela suscite des grincements de dents du président déchu de la Renaissance du Bénin, c'est de bonne guerre. Parce que Saka Alafia prend parti. Il va jusqu'à indexer le pouvoir, justement pour dire que donc, le pouvoir n'est pas loin de la crise. Est-ce que le président de la République a même intérêt que la Renaissance du Bénin soit en difficulté? Non, c'est peut-être une très mauvaise lecture du président déchu de la Renaissance du Bénin, qui, lorsque vous approchez un peu ceux qui sont aujourd'hui les réformateurs de ce parti politique, ils vous diront que ça a été une erreur gravissime, même que de confier les rênes de ce parti politique à Léa Dissoglo, qui, selon eux, naturellement, n'était pas du tout préparé pour cela. Maintenant, quelles sont les raisons qui ont milité en sa faveur pour qu'il le soit il y a 5 ans, on ne le sait pas. Maintenant, ce qu'on lui reproche fondamentalement, c'est que, en principe, en 5 années de gouvernance du parti, il devrait convoquer, disons, un congrès ordinaire du parti, ce qu'il n'a pas cru devoir faire depuis plus de 2 ans. Donc, depuis 2 ans, il est en pure illégalité. Donc, qu'ils comprennent que les temps ont changé et que les choses devraient être redistribuées. Maintenant, ce qui a plus fait mal dans ce dossier, c'est plutôt la réaction des Soglo père et mère. D'abord, Soglo père. On en a parlé, on va en reparler. Permettez donc que nous évoluions donc
Alors, dans cette crise, Léa Dissoglo se permet donc d'accuser le ministère de l'Intérieur. Il a été exclu donc par les dissidents. Lui, à son tour, exclut les dissidents. Alors, pourquoi est-ce que chacun ne penserait pas à créer son parti? Non, je pense que la solution pour le mal qui ronge la renaissance du Bénin, ce n'est pas que chacun aille créer son parti. Le faire, c'est peut-être déplacer un mal qui est récurrent au niveau de cette formation politique-là, parce que les crises à la RB ne datent pas d'aujourd'hui. Et je souris quand le président de la renaissance du Bénin pense que c'est le ministère de l'Intérieur ou le ministre de Sakalafia qui est à la base de la crise au niveau de sa formation politique. Pour peu que je sache, les crises à la RB ne datent pas d'aujourd'hui, elles ont toujours existé. Et je pense que il n'y a pas véritablement crise au niveau de la renaissance du Bénin. Il y a peut-être entêtement ou endurcissement de position de la part d'une seule personne. Et c'est ça qui conduit un peu au pourrissement. Est-ce que les partis en conflit ont la possibilité, chacune, de créer un parti politique? Est-ce que ces partis pèsent quelque chose sur l'échiquier pour créer leur parti indépendamment des pères et mères Soglo? Non, je pense qu'on ne peut pas nier aujourd'hui à ceux qui tiennent la fronde au niveau de la renaissance du Bénin d'avoir quand même une certaine assise. C'est quand même plusieurs maires, le maire de la commune d'Aboumé-Calavi, le maire de Boycon, des députés Agoncan, Hugues Agoncan, le député Yahweh Tomé. Donc, c'est quand même des personnalités, des acteurs de vieille date au niveau de la renaissance du Bénin, des gens qui ont eu la chance de se faire élire plus d'une fois à l'Assemblée nationale comme au niveau des communes. Donc, on ne peut pas nier à ces personnes-là de disposer d'un fief électoral. Certes, on dira que c'est un fief qui a été acquis au niveau de la renaissance du Bénin. Et donc, c'est des personnes qui n'ont jamais véritablement existé sans la renaissance du Bénin. Mais dans le même temps, le parti n'a jamais pu exister sans ces personnes-là qui certainement y ont beaucoup apporté. Donc aujourd'hui, si on doit estimer que chacun doit partir de son côté, je pense que c'est le parti qui sera le grand perdant et ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable pour ce que la renaissance du Bénin représente sur l'échiquier politique de notre pays. Et c'est là peut-être qu'il faut lancer un appel, demander aux deux partis si c'est encore possible de s'entendre. Ce que je sais, je constate que chacun prétend agir sur la base des textes qui régissent la renaissance du Bénin, qu'il s'agisse des fondeurs, avec à leur tête le maire Georges Bada, ou qu'il s'agisse du président déchu, qui lui-même revient à la charge pour prononcer l'exclusion de certains membres. Donc c'est un jeu de chaises musicales qui n'est pas très plaisant. Et en cela, surtout, je voudrais rejoindre Arnaud Benzin et déplorer la position des fondateurs de cette formation politique-là. On en reparlera sûrement, c'est sûr. Léa Dissoglo persiste et signe qu'il ne se laissera pas dessaisir. En ce qui concerne les dissidents, ils foncent à tue-tête. Alors, pourquoi est-ce qu'aucun camp ne veut aller saisir la justice? Non, la justice est inévitable dans ce dossier, surtout qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y a eu un bicéphalisme qui ne dit pas son nom à la tête de ce parti. Les réformateurs, ils ont agi forcément sur la base des textes du parti. Il ne faut pas oublier que exclure quelqu'un à la Renaissance du Bénin, ce n'est pas l'apanage que des seuls, disons, fondeurs aujourd'hui. Je me rappelle quand même qu'il y a quelques années plus tôt, Léadi n'a pas eu froid aux yeux à exclure son propre frère de ce même parti politique-là. Il a fait la même chose à l'ancien ministre Christian Soso Runto sans avoir froid aux yeux. Donc c'est peut-être la règle du parti. Mais il m'a semblé que dans ce parti politique, il n'y a pas de suspension provisoire comme ça allait par exemple dans l'Alliance pour un Bénin triomphant du président Abdoulaye Bibi Ochane. Donc à leur niveau, c'est la mesure drastique qui est appliquée aujourd'hui. La mesure extrême. La mesure extrême. Certainement, ils ont leur raison. Et puis la mesure a également, disons, ses côtés positifs comme négatifs. C'est comme une notion extrême pour vous rejoindre. Donc, que Léa dit comprennent également que c'est pratiquement la même mesure qu'il a utilisée pour les autres qui est en train d'être utilisée pour lui-même et qu'il ramène la balle à terre parce que les autres fonctionnent sur la base des textes et ils ne sont pas prêts à abdiquer. Donc qu'ils fassent vraiment profil bas pour que vraiment le minimum puisse être sauvé dans ce parti. Merci Arnaud Benzin. Nous allons évoquer le 4e sujet, congrès du parti Restaurer l'Espoir. Au congrès du parti Restaurer l'Espoir, le parti s'est proposé de rompre avec le gouvernement en place. Votre avis? Non, pas étonnant quand on sait que le président du parti lui-même a démissionné du gouvernement il y a quelques mois. Et donc, chose normale qu'aujourd'hui, le parti décide de prendre cette distance avec le pouvoir parce que justement, n'étant plus aux affaires aux côtés du régime en place. Et dans le même temps, on observe que le seul député du Restaurer l'Espoir, l'honorable Guy Dossou Mitokpe, a depuis quelque temps une position assez tranchée par rapport aux actions du chef de l'État, par rapport aux actions du gouvernement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois ou il y a quelques semaines. Donc on comprend qu'entre
le parti Restaurer l'Espoir et le régime de la rupture, le divorce semble être consommé. Bon, on en tirera les conséquences, mais je pense que ce n'est pas rien que on perd un soutien de la trempe de Candide Azanaï qui, ma foi, semble-t-il, a... Oui, Candide Azanaï, au cours donc des travaux, a dit qu'il veut provoquer une autre manière de faire la politique au Bénin. On l'a vu au Bénin ici avec la renaissance du Bénin. On l'a vu avec Boni Yayi. On l'a vu récemment avec Patrice Talon. Et on le voit maintenant hors de tout ce groupe-là. Bon, encore qu'il est en train de retourner vers un ancien groupe, comment est-ce qu'il peut nous apprendre une autre façon de faire la politique? Non, Candide Azanaï, aujourd'hui avec le président Patrice Talon, dont il a été, disons, l'un des soutiens de tout premier ordre, moi je me dis qu'il a tout à gagner politiquement et même socialement avec le président Patrice Talon, qui n'est pas un président manipulable par quoi que ce soit. Maintenant qu'il prenne ses distances vis-à-vis de ce parti, je me dis d'abord que l'homme a des idéaux auxquels il est fidèle, auxquels il veut toujours demeurer fidèle. Et c'est parce que certainement ces idéaux ne sont plus en train, disons, d'être la règle de vie au niveau du régime actuel, qu'il a pris ses distances. Parce que, comme il a dit au Congrès, en filigrane, il a dit quand même les raisons fondamentales. Pour avoir travaillé avec la renaissance du Bénin, Bien avec sûr. Boni Yayi, avec Patrice Talon, n'est-ce pas une façon de voguer au gré du temps? Non, pas du tout, je ne dirais pas ça. J'ai bien dit qu'il a un idéal. Et son idéal, il l'a dit en filigrane dans son discours au troisième congrès de son parti de la dernière fois, comme quoi l'actuel régime est en train de dévier de ce qui devrait être sa première chose à faire, qui est de quoi? D'être proche de la population, d'être proche de la société. Donc, si tant est qu'il a fait autant de régimes, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, mais chaque fois que les principes de base qui devraient être du côté du peuple, ces principes sont, disons, on s'écarte de ces principes, alors Candide Azanaï prend ses responsabilités, il s'en va. Donc c'est peut-être ça qui caractérise l'homme. Entendu. Alors, à cette rencontre, on a vu les pères et mères Soglo, on a vu le PCB, on a vu beaucoup d'autres partis, le PRD, le RND, l'UDD ou l'OGD. Quelle lecture faites-vous de la présence sur ces lieux de ces partis politiques? Non, tout simplement, d'abord du soutien à une formation politique qui, contrairement à beaucoup d'autres... Vous connaissez les tendances de ces partis politiques? Si, donc du soutien d'abord à Candide Azanaï qui, quoi qu'on dise, essaie quand même de faire respecter un peu la démocratie au niveau de son parti Restaurer l'Espoir en tenant régulièrement des assises, en faisant des congrès, en réunissant de temps à autre. Donc c'est d'abord aller soutenir un acteur politique qui fait une activité politique. Mais au-delà de ça, il faut constater... Non, lorsqu'il s'agit de la renaissance du Bénin, du PCB, ce n'est pas nouveau que tout ce beau monde-là aille à une manifestation politique. Mais par contre, dans le cas de Candide Azanaï, on peut l'analyser autrement et constater que tout ce beau monde-là, aujourd'hui, ne s'entend plus forcément avec le régime de la rupture. Et donc, Candide Azanaï fait partie des acteurs qui ont sérieusement travaillé à l'avènement du régime de la rupture, mais qui après, ou très tôt, s'est retiré de la gestion des affaires et de surcroît d'un poste ministériel. Donc, on peut constater que tout ce beau monde-là pense que se regrouper autour de Candide Azanaï, ce n'est pas rien parce que cela pourrait faire naître un front anti-Talon. Donc, c'est d'abord ça l'intérêt que ces acteurs-là ont. Est-ce à ceux-là de se regrouper autour de Candide Azanaï ou à Candide Azanaï? Non, je pense que c'est ceux-là qui se sont regroupés autour de Candide Azanaï et aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il y en a qui font une cour assidue à Candide Azanaï. Peut-être des gens qui, il y a quelques années, l'ont rejeté. C'est une sorte de pierre angulaire qui est en train de devenir aujourd'hui la pierre des bâtisseurs. Donc, tout le monde pense que se réunir autour d'une personnalité de la trempe de Candide Azanaï qui a travaillé pour l'avènement du régime en place et qui, très tôt, est parti peut permettre de créer rapidement une opposition à Patrice Talon parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas une opposition à Patrice Talon. Beaucoup réclament une opposition à Patrice Talon. Donc, on pense qu'avec Candide Azanaï, on peut constituer cette opposition-là. Est-ce la meilleure formule? On ne sait pas. On attendra peut-être de voir l'évolution des choses pour analyser. Merci, Josué Merenou. Non, je voudrais ajouter à ce que Josué vient de dire qu'en politique, surtout sur l'échiquier politique béninois, il vaut mieux avoir Candide Azanaï avec soi plutôt que contre soi. Et tous ceux que vous avez vus autour de lui à son congrès, c'est parce qu'ils l'ont su
qu'ils étaient là, parce que depuis le départ de Candide, il n'a pas parlé publiquement, il n'a encore rien dit hein, de ce qui l'a foncièrement fâché pour qu'il prenne cette décision aussi radicale. Donc, tous ceux-là, si on les voit aujourd'hui avec Candide Zandaï, forcément, c'est des gens qui sont à la recherche d'arguments, parce que, évidemment, Jésus l'a dit, c'est des gens qui ne sont pas, disons, en odeur de sainteté vis-à-vis de la rupture, c'est des gens qui veulent attaquer de front même le régime de la rupture, mais il faut qu'ils le fassent sur des arguments qu'ils ne peuvent pas avoir tout de suite. Mais Azanaï Candide, il a eu au moins la chance d'avoir quand même travaillé à l'avènement du régime. Il a eu la chance d'être resté dedans. Il a eu la chance de faire partie, disons, du cercle le plus restreint, même autour de Patrice Talon. Donc, faisons très attention. Quand Candide Azanaï va décider à frapper, mais il va frapper très dur. Et il risque même de déstabiliser beaucoup de choses au sein de ce régime-là. Moi, j'ai peur d'ailleurs. Mais il n'est pas exclu qu'il retourne chez Patrice Talon. Évidemment, encore que le chef de l'État a intérêt à plutôt avoir Candide Azanaï pour lui, plutôt que contre lui, comme je viens de le dire. Oui, merci. Et Club Média 7, c'est aussi la revue des caricatures. Carica Show, c'est avec Arnaud Adadia et Patrick Diosso. Suivons. Bienvenue chers amis de Carica. La présente édition nous offre en premier, en pied droit de page, un vieux vêtu de tout blanc, boubou blanc, pantalon et bonnet blanc. Assis, la main gauche imposée sur la balance. Derrière lui, du riz et des fruits, du lait et du sucre en boîte et des bidons d'huile. Face à lui, en culotte et débardeur, un second personnage. Laki, une question me gêne depuis. Pourquoi pendant le carême, les prix des produits coûtent si cher? Et au personnage en boubou blanc, de lui répondre. J'en sais rien. Faut mettre dans Google pour voir si tu auras la réponse. Avec ce commerçant et son client, Google a réponse à tout. C'est ce que nous a offert le caricaturiste Kosoko à la une de Le Matin du jeudi 8 juin 2017. Allons maintenant à Ménotin, où le quotidien Fraternité du 9 juin 2017 nous offre un album qui est autant répertoire d'anciennes que de nouvelles caricatures. L'enfant Claudio revient sur Carica du 12 avril, qui montre l'affiche marquée « Mon soutien au PAG de la rupture ». Fiston, je suis avec vous. Aux jeunes de se mettre à genoux pour remercier notre Habet dans un style laudatif. Tonton, tu peux supporter nos adversaires pour qu'on les gagne. C'est mieux, hein? Tu sais que tu ne portes pas chance. Le renforcement du capital social s'est aussi invité dans Carica. Devant un couple qui symbolise l'arche, un personnage immergé exprime sa détresse. Fofo Noé et Dada Noélie, votre arche là peut m'amener en Europe. Cotonou est chaud, hein? À la cité, restaurer la bouffe, on entend des bruits de calache. Ta, 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 ta. Un inconnu tend un plat à un mutin. Un peu de gâteau? Dans une fureur violente, le tout-puissant patron de restaurer la bouffe. Foutaise! Avec le boulot que j'ai abattu, Mutinerie va régler ça. Fin de cette revue. Retrouvons-nous dimanche prochain. Merci à vous, Arnaud Aradja et Patrick Diosso. Bon, on ne souhaite pas avoir de mutinerie au Bénin. Lorsque le caricaturiste met le mot mutinerie dans la bouche de celui que vous connaissez, celui par qui une est venue au Bénin, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, moi, je ne voudrais peut-être pas parler forcément de mutinerie, je voudrais juste saluer la beauté du travail artistique qui est fait. Les caricaturistes, moi, je les prends pour... ils sont plus que des journalistes. Ils sont plus que des journalistes. Je les appelle plutôt des gens de la fontaine à la béninoise. C'est des gens qui savent utiliser des images parfois qui n'ont l'air de rien pour dire des choses suffisamment graves. Donc, il n'y a que pour le faire. Donc, moi, ce n'est pas mon fort. Maintenant, il faut forcément des gens pour le faire. Je salue leur esprit de créativité et je me dis que c'est très bon pour la presse. Votre vue sur l'ensemble de cette revue de caricatures? Non, je pense que les caricaturistes ont souvent eu des clichés forts, très forts, assez forts, qui leur permettent en 2 ou 3 dessins peut-être de résumer toute une page d'actualité.
faire de l'analyse ou du commentaire en un seul dessin, et ainsi de suite. Donc, c'est d'abord un genre qui est, ma foi, que j'aime beaucoup. C'est très prisé d'ailleurs. Vous constatez que les caricatures ne laissent personne indifférent. Je voudrais surtout saluer le génie de nos dessinateurs de presse au Bénin qui, ma foi, font un travail appréciable. Merci. Donc, la revue de la presse sur le RTB, c'est aussi la revue du web. Nous allons à présent sur l'actualité internationale sur le web. C'est avec Marie-Louise Perrin. Chers amis de Club Mediaset, bonjour. Cette semaine, nous nous attardons sur l'actualité en RDC avec les publications de Jeune Afrique et Africa News qui annoncent 2 morts dans l'évasion massive à la prison de Matete Kinshasa. Dans la nuit de vendredi à samedi, les cellules du parquet de Matete, commune située dans le sud de Kinshasa, se sont vidées de leur monde. Une évasion massive qui s'est déroulée aux environs de 3 heures du matin selon le site congolais. Pour Jeune Afrique, une policière serait tuée dans l'attaque de ce parquet de Kinshasa. Plus loin, nous pouvons lire que sur les 11 détenus majoritairement de droit commun, 3 manquent à l'appel. Pour élucider cette affaire sous d'autres cieux, nous aurons besoin des agents du FBI et justement, nous apprenons sur le site de Le Vif Express que l'ancien directeur du FBI, James Comey, a accablé jeudi Donald Trump lors d'une audition extraordinaire au Sénat, un moment charnière dans le mandat du 45e président des États-Unis, blessé politiquement par la parole de l'homme qu'il a limogé il y a 1 mois. James Comey a déclaré, je cite, « J'estime qu'il m'a limogé à cause de l'enquête russe ». Fin de citation. Il a détaillé la demande de M. Trump d'abandonner l'enquête visant le général Michael Flynn, ex-conseiller à la sécurité nationale visé par une enquête du FBI pour n'avoir pas tout révélé de ses discussions avec l'ambassadeur russe à Washington. Je l'ai interprété comme une instruction, a-t-il dit, refusant de jouer sur les mots. Il est le président des États-Unis, seul avec moi. Il dit qu'il espère ceci et je l'ai interprété comme une demande de sa part. J'étais tellement stupéfait par la conversation que j'en suis resté bouche bée, a-t-il dit aux élus. L'avocat personnel de M. Trump évoque par ailleurs d'éventuelles poursuites contre l'ex-patron du FBI qui a révélé avoir fait fuiter à la presse ses notes sur ses rencontres avec Trump. Mesme Adisso, sur le site d'OBS, Donald Trump a annoncé ce mercredi 7 juin qu'il allait nommer Christopher A. Wray à la tête du FBI. Cet ancien du ministère de la Justice devrait remplacer James Comey, limogé en mai. La décision a été annoncée dans un tweet. Le président américain y présente Christopher Wray comme un homme aux références impeccables. Ce sera donc tout. À dimanche prochain. Merci à vous, Marie-Louise Perrin. Nous allons commencer donc par la RDC où à Matete, des prisonniers se sont évadés tôt le matin autour de 3 heures. Est-ce à dire que la surveillance dans nos prisons pose problème à l'Afrique? Oui, c'est clair. Et puis ce n'est pas que l'apanage du seul Congo démocratique. Ce n'est pas dans ce seul pays qu'on assiste à ces évasions en milieu pénitentiaire. Je me rappelle, il y a quelques années encore au Bénin, on en a connu avec le malfrat paix à son âme Kiki, et puis le cas le plus récent à l'OFA dans le cadre de l'affaire de la disparition de Hubin Pierre Dainvodon. Au fait, c'est d'abord... Mais là, s'agit-il d'une vraie évasion? N'est-ce pas une évasion politique? Je ne voudrais pas qualifier, mais c'est d'une évasion quand même qu'il s'agit. Vous voyez, donc quand il y a évasion, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. D'abord, le premier, à mon sens, c'est d'abord la pléthore dans nos milieux carcéraux. Donc, il y a un surpeuplement dans nos prisons. Donc, dès lors que les gens se retrouvent comme en sandwich dans une cellule peut-être faite pour... Mais est-ce que nos prisons sont construites selon une norme standard? Oui, c'est là tout un autre problème que vous soulevez. Évidemment, une prison qui est construite pour 200 personnes, si elle en abrite 500 parfois 1000, vous voyez qu'on n'est plus dans les normes du tout. Donc, c'est ça le cas qui est le plus répandu en Afrique. Donc, toutes les prisons en Afrique se valent.
Donc forcément, s'il y a eu évasion de cette envergure, forcément, il faut questionner ceux et celles qui ont à charge ces prisons. C'est sûr que quand on va remonter un peu la pente, on saura qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui a mal joué son rôle, et puis les responsabilités seront situées très rapidement. Une évasion dans les prisons, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, juste une ou deux choses essentielles. La première, c'est que tout prisonnier aspire à la liberté. Et donc, lorsque vous êtes enfermé, vous cherchez les voies et moyens, même si parfois ces voies-là sont illégales, pour vous tirer d'affaire. Donc, c'est déjà ça. Donc, et c'est là ma seconde appréciation. Cela impose à ceux qui ont à charge la sécurité au niveau des prisons de faire montre de beaucoup de rigueur, d'être franchement inflexible par rapport à un certain nombre de choses, d'être irréprochable dans le comportement également, parce que n'oubliez pas que dans les prisons, parfois, se retrouvent incarcérées des personnes assez puissantes, assez influentes, qui ont envie d'user de toutes les possibilités pour pouvoir se retrouver hors des geôles. Donc, il faut observer que les gardiens pénitentiaires ont une énorme responsabilité. Et si chaque fois qu'il y a eu évasion d'une prison, il faut observer qu'à un niveau ou à un autre, il y a certainement une défaillance, et la conséquence de cette défaillance-là, c'est souvent les évasions. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ceux qui se sont évadés là ne deviennent pas une gangrène pour la société, qui ne deviennent pas un cancer pour les paisibles populations, parce que quelqu'un qui s'évade d'une prison, c'est forcément quelqu'un dont la moralité peut poser problème, et c'est en cela qu'il faut peut-être renforcer le niveau de sécurité au niveau des prisons. Au-delà de ce qu'il faut faire en sorte que l'humanité reste dans les prisons, parce que c'est également ça le problème. On a beaucoup de maisons carcérales au niveau desquelles l'humanité est totalement absente, et c'est ça qui nous amène parfois également à ce genre de choses. Oui, et toutes les évasions ne sont pas à incriminer. Il y a des évasions rocambolesques qui sont saluées, comme en 1988 avec le général Kouyavé. Bon, évasion, c'est évasion. Non, mais une évasion reste une évasion. Attendez, lorsque le peuple n'est pas d'accord pour que cette personnalité soit arrêtée. Non, je crois que le cas du général Kouyavé, c'est peut-être l'exception qui permet de confirmer la règle que toutes les évasions ne sont pas forcément condamnées. Alors, nous allons aux États-Unis où l'ombre de James Comey, l'ancien patron du FBI, plane sur la Maison-Blanche. Il accable bien sûr, le président de révélation. Bien sûr. La question est la suivante. Comey prend-il sa vengeance ou est-il plutôt objectif? Non, moi, je pense plutôt que James Comey est objectif. Parce que dans ce dossier, vous avez dû voir toutes les pressions auxquelles il a été soumis juste pour dire ce qui n'a pas été. Maintenant, il est resté droit dans ses bottes. Il a dit ce qui s'est passé réellement, quitte maintenant au Congrès ou bien ceux qui sont concernés par la suite à donner à ce dossier, quitte à ceux-là de jouer leur rôle pour que les décisions qui doivent être prises, je ne sais pas encore, je ne sais pas trop ce que le droit positif américain prévoit dans un tel cas de figure. En tout cas, tous ceux qui sont concernés par ces informations quand même dangereuses et graves, tous ceux qui en sont concernés puissent quand même l'utiliser à bon escient pour que le peuple américain soit situé. Très rapidement. Oui, James Comey a pris des notes à ses rencontres avec le président américain Trump, des notes qu'il a fait fuiter dans la presse. Aujourd'hui, l'avocat personnel de Trump lui laisse entendre qu'il sera poursuivi. En quoi est-ce qu'il peut s'en sortir? Je pense que les fuites de James Comey au niveau de la presse sont mineures par rapport à l'ensemble du problème. Et je crois plutôt qu'il faut saluer la ténacité de ce cadre-là. Une personnalité de cette trempe-là qui se tient droit debout face à un président de la République, qui fait de la contestation par rapport à ce que le chef de l'État dit, qui apporte des contre-arguments aux révélations du président, de surcroît le président américain, et qui, franchement, ne démord pas. Je pense que c'est d'abord à saluer. C'est une audace qui n'est pas courante. C'est peut-être sa fonction de premier responsable de FBI qui le consolide à adopter une telle posture. Je n'en sais rien. Mais je pense que c'est le genre de cadre qu'il faut souhaiter, le genre de personne qui ne trempe pas parce qu'un président de la République a un vœu, parce qu'un président de la République fait de la contestation sur vos propos. Je pense qu'il faut saluer cela. C'est déjà ça, la personnalité de James Comey. Maintenant, ensuite, par rapport aux informations qu'il a laissé fuiter au niveau de la presse par rapport à ses échanges avec le président de la République, j'ai quand même l'impression que c'est dans un souci de se protéger après, et c'est ce à quoi nous assistons justement au point où aujourd'hui il en vient à s'expliquer par rapport à tout ce qu'il y a eu entre lui et le chef de l'État, surtout. C'est la violation du secret.
Non, la violation du secret peut-être pour la bonne cause. Ça s'est passé entre eux deux. Non, la violation pour du l'intérêt public. Voilà, la Tout à fait, violation du monsieur secret Métier. pour la bonne cause. Donc c'est ça, c'est Oui, peut-être c'est ça qu'il faut saluer dans l'affaire. Maintenant, attendre de voir si véritablement poursuite il devait y avoir contre James Comey, jusqu'où iront les Américains. James Comey estime que les développements de Trump, estime que les développements de James Comey apportent de l'eau à son moulin. Est-ce à dire que James Comey pourrait encore le blanchir? Non, il a le dos au mur. C'est peut-être une boutade juste pour se donner une certaine peut-être grandeur encore avant la date. Donc Trump ne va pas s'en sortir à si bon compte comme ça. Ce n'est pas évident. Oui, mais est-ce qu'il pourra faire les 4 ans? Beaucoup prédisent qu'il ne puisse le faire. Et tout porte à le croire vraiment. Risque-t-il d'être empêché? Risque-t-il l'impeachment? Non, ce n'est pas exclu. Et puis, on a comme l'impression que le président américain n'a pas laissé. Je pense que Donald Trump continue de poursuivre le président des États-Unis parce que Donald Trump, c'était un autre individu. Il a sa personnalité, sa manière de fonctionner avant de prendre les rênes des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas envie de troquer l'ancien Donald Trump pour devenir véritablement le président américain. C'est ça qui nous amène à ce genre de scandale. Dernière préoccupation, Christopher Wray est annoncé pour occuper la tête du FBI. Est-ce qu'il va faire le jeu refusé par Comey? Non, encore que Wray est nommé par Donald Trump. Forcément qui était à la recherche de quelqu'un qui fera son jeu. Donc je suis sûr que la personne est tout trouvée, encore qu'aux États-Unis, les choses ne se passent pas comme ça souvent. Il se peut que M. Wray ne joue pas forcément le jeu de Donald Trump, encore que c'est un président qui est très poussif. Je me dis que c'est un homme versatile, disparate à la fois et qui sera toujours demandeur de beaucoup de choses qui ne vont pas toujours dans le sens du droit. Et là, on s'attend forcément à beaucoup de surprises désagréables pour ce monsieur, surtout tout au long de son mandat. Merci à vous, Arnold Benzin, moi. Directeur de publication du quotidien Fraternité. Vous êtes déjà passé plusieurs fois sur cette... Priorité. Priorité, vous êtes déjà passé plusieurs fois sur cette émission. Merci à vous, Jésus Merenou, mon collègue du quotidien La Nation. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous y passez souvent le matin. Effectivement. Merci d'être venu. Merci bien. Nous ne pourrons pas aborder la rubrique Le Médiateur. Ainsi sera-t-il encore la semaine prochaine jusqu'à ce que Mme Jocelyne Aladaï Dayon soit disponible. Chers amis téléspectateurs, ce sera tout donc pour cette émission. Rendez-vous dimanche prochain à 18h. Mais en attendant, vous pouvez en suivre la rediffusion demain après le journal de 23h. Portez-vous bien. Bye bye.